Bonsoir, bienvenue dans les entretiens de Géopolis, la marque des voyages géopolitiques d'Explorator. Ce soir, c'est la Corée du Nord qui est à l'honneur avec Patrick Morus, professeur émérite de l'INALCO et spécialiste des trois Corées. Alors d'entrée, il va falloir que vous nous expliquiez ce que c'est que ces trois Corées. Bonsoir, merci de me recevoir. Et ces trois Corées, bien certains de vos voyageurs les connaissent déjà, puisque ça fait 4 ans que nous faisons le voyage en Corée du Nord et que nous passons toujours par la Chine. Et la Chine, comme chacun sait, est un énorme ensemble qui contient plus de 50 minorités nationales, et l'une d'entre elles est une minorité nationale coréenne dont la plupart des membres, 2-3 millions, sont collés du côté de la frontière nord-coréenne côté chinois, mais ce sont des Chinois. Ils sont coréens de nationalité, comme on dit en Chine, mais ce sont des Chinois de citoyenneté. Et ces trois Corées présentent des différences extrêmement fortes. L'idéologie nationale, c'est réunifions-nous, aimons-nous, soyons un seul peuple et tout. Je ne suis pas très sûr que ce peuple ait jamais été unifié. Et de toute façon, aujourd'hui, les trois Corées, et c'est pour ça que les trois méritent le voyage, se différencient de plus en plus culturellement, économiquement, idéologiquement. Ils parlent la même langue. Dites à un Belge qu'il est français, vous aurez la même réaction qu'avec un Coréen chinois si un Coréen du Sud lui dit qu'il est du même pays. Alors, on va parler plus précisément de la Corée du Nord et on va aborder le sujet qui fâche tout de suite, c'est-à-dire la puissance nucléaire, point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, d'abord, je décline toute responsabilité quant à cette histoire, le fait qu'on en parle beaucoup. Je pense, et je le répète chaque fois que j'ai la possibilité, qu'il n'y a strictement aucun problème, en dehors du fait que le nucléaire, c'est de la dissuasion en soi, et que de toute façon, quel que soit le pays qui est le nucléaire, il y a une marge d'incertitude, parce que si chacun savait qu'on ne s'en sert pas, ça ne servirait à rien, mais ça n'est absolument pas destiné à servir en Corée du Nord. Ils sont entourés de milliers de bombes atomiques américaines installées au Japon, sur leurs bateaux, à Okinawa. Tout le monde en a profité dans cette histoire pour se réarmer. Les Chinois en sont à leur 3e porte-avions. Le Japon a violé sa constitution et maintenant a une armée. Donc, tout le monde est très content, tout le monde est très armé. La Corée du Nord a une bombe atomique. Et elle l'a pour une raison extrêmement simple, que je peux exprimer en une seule phrase. Pendant la famine, pendant l'atroce famine de la fin des années 90 et du début des années 2000, c'est l'armée qui a pris le pouvoir. La Corée du Nord était une dictature militaire. L'armée en Corée du Nord, c'est un État. Ce n'est pas 3 bataillons. Ils ont leurs magasins, leurs troupes, leurs champs, etc. Et il a bien fallu les faire rentrer à la maison. Et comme Deng Xiaoping l'a fait après la raclée avec le Vietnam en 1979, il a fallu négocier avec les militaires pour qu'ils rentrent chez eux. Et les militaires ont dit, nous, on veut une armée en état de marche. On est tout petit. On n'a rien du tout. Militairement, on ne pèse rien à côté de l'énormité de nos voisins qui nous cassent les pieds quand même depuis 5000 ans. Et ces voisins, c'est quand même le Japon, c'est quand même les États-Unis, c'est quand même la Chine, ça veut dire du monde. Le seul outil qui puisse nous rendre crédibles, c'est la bombe atomique. On veut la bombe atomique, on a la bombe atomique. Et ça fait 20 ans que les Nord-Coréens disent on prépare la bombe atomique. C'est pas une nouvelle de l'année dernière. Alors, il y a un deuxième point géopolitique qui est important et qui est moins connu, celui-là. Ce sont les terres rares. Absolument. Absolument. Et je vois que ça fait longtemps qu'on parle de la question. Alors, il y a une partie pour laquelle je puis vous répondre et une autre qui est un point d'interrogation, parce que je ne vais pas me faire passer pour le spécialiste de la terre rare. Donc, on peut rappeler ce que c'est que les terres rares déjà. C'est tous les machins en ium. Hein, c'est votre téléphone, votre truc, votre machin, tout ce qu'on met dans les appareils modernes, dont je ne sais absolument pas me servir. Des petits métaux extrêmement condensés et souvent qui ont un intérêt stratégique, souvent extrêmement dangereux et surtout qui sont dans peu d'endroits au monde.
et en violant totalement, comme d'habitude, les règles de l'embargo de l'ONU, des spécialistes australiens, et les Australiens et le sous-sol, c'est des gens sérieux, ont été d'abord, on savait depuis très très longtemps que la Corée du Nord avait les métaux lourds qu'on connaît, fer, zinc, etc. Mais ils ont aussi découvert des quantités de métaux rares. Ils ont parlé de 40% des réserves mondiales. Je pense qu'il y a quelques gueules de bois au Patagone. Et deuxième chose, j'en ai cité que deux, il y en avait trois. La deuxième chose, c'est que ici en face, dans la frontière commune, la mer commune entre la Chine et la Corée du Nord, les possibilités de découverte, la quasi-certitude de découverte de pétrole est extrêmement importante. Et puis il y a aussi un certain nombre d'endroits où il y aurait des réserves, dont personne ne tient à parler. Des yums encore, dont les spécialistes russes et chinois que je rencontre très souvent à Pékin m'ont dit qu'il n'était pas impossible que la Corée du Nord ait le monopole. Alors, on revient sur la carte que nous avions vue d'entrée. Qu'est-ce qu'on peut, de façon assez brève, dire des relations qu'entretient la Corée du Nord avec ses voisins les plus immédiats? Alors, elle les entretient de façon extrêmement simple. La Corée IT, ça ne s'appelait pas la Corée c'était ça. D'où les trois Corées. D'où des restes de Corée, mais surtout des restes archéologiques extraordinaires que nous visiterons, et des tombes peintes en descendant. Aujourd'hui, c'est coupé en deux, mais c'est coupé en deux par la guerre froide, pas par l'histoire de la Corée. Ça n'est pas la frontière de la Corée. Ce sont des Chinois et des Russes qui ont décidé que c'était là, en laissant des Coréens de l'autre côté. Ce terrain-là, ce n'est pas la Corée. Quand on parle de réunification nord plus sud, donc ça devra ce terrain-là, ça n'a jamais existé comme ça. Tsushima qui est ici, qui ne devrait pas être en jaune, qui devrait être en vert, parce que c'est japonais, jusqu'au dernier moment en 1945, ils ont hésité pour savoir si ça n'allait pas être coréen et ça n'allait pas être japonais. D'accord. Pendant la guerre pendant l'occupation japonaise, tout ça a été non seulement annexé, mais considéré comme un territoire japonais. Et aujourd'hui, nous avons cette frontière donc ici qui fait 850 km, qui est en cours de construction extraordinaire. Donc embargo de l'ONU, grosse rigolade, ça construit des deux côtés. Et ici, vous noterez, extrêmement important, que ça s'arrête parce que la Chine n'a pas accès à la mer. Il y a 50 km de frontière entre la Russie et la Corée du Nord, et ici, les Nord-Coréens ont créé une zone économique spéciale, qui est un port en eau chaude, qui intéresse et les Russes et les Chinois, et les Coréens sont extrêmement forts pour attendre qu'on leur fasse des offres. D'accord. Alors si on veut faire maintenant l'état des lieux des amitiés ou des inimitiés de la Corée du Nord vis-à-vis de tous ses voisins, la Chine, la Russie, le Japon, la Corée du Sud, où est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Alors d'abord on enlève le mot amitié de la phrase, et ensuite, comment dire, Chinois et Nord-Coréens sont alliés, ça ne bougera pas, il y a un intérêt commun, parce que celui qui est là, c'est les États-Unis, c'est pas chez eux. Les Chinois considèrent que c'est chez eux, ils sont en train de s'armer, ils en sont au 3e porte-avions, les Américains ne sont pas à leur place, et tous les ennemis des Américains sont les amis des Chinois. Ce qui signifie aussi que, d'abord, entre les Russes et les Chinois, le rapprochement est extraordinairement intéressant. Les Coréens du Nord passent en Chine aujourd'hui sans visa ni passeport, donc il n'y a plus de réfugiés. Depuis les derniers vétos de l'ONU, les Coréens du Nord peuvent passer à Vladivostok et jusqu'ici sans visa. Les Coréens du Sud ne sont absolument pas des ennemis de la Chine, de la Russie et de la Corée du Nord. Ils ont pas mal de relations. On le voit récemment, d'ailleurs. Et je crois qu'à la minute où on parle, deux personnes extrêmement intelligentes, c'est-à-dire M. Kim au nord et M. Moon au sud, qui ne sont pas les dingues dont on raconte partout, sont en train de régler les choses dans le dos de notre ami Donald. Les Coréens du Sud ont peur, il y a 70 ans de guerre froide, précédé par 40 ans de
colonisation est précédée par des guerres impériales avec des gens qui voulaient s'installer partout, ça aide pas beaucoup pour le cerveau et je me mets à leur place. D'accord. Mais les Coréens du Sud ne sont pas du tout anti-nord-coréens. Ils ont peur des histoires qu'on leur raconte parce qu'ils ont les mêmes histoires nucléaires qu'ici, mais ils ne sont absolument pas anti-nord-coréens. Ils rêvent de réunification, sauf que ils n'y croient plus du tout. Au nord, on veut la réunification, au sud, c'est fichu. Et il y a les Japonais, qui sont le repoussoir de l'Extrême-Orient. Personne ne peut blairer les Japonais. Les Japonais, ce sont des Américains par procuration. Il y a 2 pays américains par procuration. Les Japonais qu'on déteste et les Français qu'on aime beaucoup. D'accord. Alors, sur les Japonais, on va revenir sur le sujet, puisque maintenant nous allons aborder l'histoire de la Corée. Alors, ça commence avec 5000 ans d'histoire, et les Japonais ont leur part dans l'histoire un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'on peut dire de mon ami Tangun, qui porte c'est le titre que porte ma revue et mon site internet. C'est le petit-fils du ciel, puisque en Corée il n'y a pas de mythe de création du monde. Il y avait un roi du ciel qui a envoyé son fils sur terre, lequel fils a épousé une ours. C'est une histoire chamanique un peu compliquée. Voilà le fils qui a créé une capitale près de Pyongyang. Et à partir de là, si vous voulez des ennuis, et je ne les cherche pas, vous racontez la suite. Il se trouve que l'histoire de la Corée depuis est soit une histoire à la chinoise, donc des générations qui réécrivent chaque fois celle d'avant, et surtout qui se répètent, et depuis 150 ans, ça a été écrit par les Chinois, ça a été écrit par les Japonais, ça a été écrit par les Américains, ça a été écrit par le Nord, ça a été écrit par le Sud, c'est-à-dire que chaque fois, vous aviez le résultat de l'opération mathématique avant d'avoir la question. Donc, est-ce qu'il est gentil? Non, la question n'est pas là. C'est un allié, il est gentil. Et donc, jusqu'en 1980, il n'y avait pas de cours d'histoire moderne à l'université en Corée du Sud. Ça aide pas beaucoup à penser. Mais je les comprends. Je les comprends. Je veux dire, je ne suis pas quelqu'un qui jette la pierre. J'ai eu des cours d'histoire. Moi, je ne fais pas de cours d'histoire, mais dans mes cours en Corée du Sud et en Corée du Nord, puisque j'enseigne dans les deux, j'ai eu des cours d'histoire moderne, française et européenne en Corée du Nord, exactement comme je les ai à Paris. L'histoire et tout. Maintenant, on va avancer dans l'histoire et voilà M. Teraoki Masatake qui s'affiche. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je ne l'aime pas beaucoup plus qu'eux. Alors lui, c'est lui qui était le premier gouverneur. Il y a eu un gars qui était là avant, qui a été envoyé là-bas en tant que punition pour se débarrasser de lui, parce que au Japon à l'époque, il y avait des anti-colonisateurs, comme en France. Lui, c'est le premier qui est allé en tant que gouverneur général, c'est un tueur. On peut dire d'ailleurs que, de façon plus générale, le passage du Japon en Corée du Nord et du Sud, avec cette distinction n'existait pas, a été plutôt désagréable pour les Coréens. Il y a beaucoup de gens qui s'en seraient débarrassés. Maintenant, il ne faut pas écrire l'histoire à leur place. Après la révolte de 1919, tout le monde est sorti dans la rue désarmé, massacre général, il y a eu un changement de politique un tout petit peu intelligent au Japon, ce qu'on appelait la politique culturelle. C'était avant que le Japon devienne le vrai Japon fasciste de la guerre. Donc au début des années 30, enfin, il y a eu 10-15 ans où il y a une réalité coréenne. On vous dit que les Japonais ont été méchants partout. Moi, j'ai traduit plein d'auteurs de cette époque-là, c'est tout à fait extraordinaire. Maintenant, ça a duré 40 ans, et comme dans tous les peuples, il y a eu les collabos idéologiques, les collabos économiques, les gens, soyons simples, comme vous et moi, qui devez vivre, quand vous allez à la poste japonaise, vous êtes collabo ou pas? Non, vous n'êtes pas collabo. Et puis il y a eu ceux qui ont tenté de résister, et qui sont quasiment tous passés du côté de la frontière chinoise, qui, ne l'oublions pas, était japonaise, mais pas la Corée. Le Japon a eu cette idée très complexe d'unifier la péninsule avec le Japon pour en faire un seul pays et de créer le Manchukuo, ces fameuses Mandchouries. Donc, c'est là qu'apparaît maintenant M. Kim Il-sung, qui n'est absolument rien à l'époque, si ce n'est un sous-lieutenant
extrêmement réputé, un combattant, un vrai combattant, mais il n'est pas du tout dirigeant de quoi que ce soit. Et il commence à s'illustrer en résistant un peu. Les Japonais sont comme les Allemands, ils prennent note de tout. Et donc chaque fois qu'il y avait une attaque avec le nom de mort, on a la liste. Et on sait très bien que Kim Il-sung était quelqu'un d'extrêmement craint par les armées. Il a attaqué plusieurs fois sur le territoire nord-coréen, il a gagné des batailles, mais il ne dirigeait pas le Parti communiste qui était au sud, et en Chine, il était dans le Parti communiste chinois. Mais officier russe. D'où l'explication de la présence de Mao. Mao est là, mais Mao n'est pas un personnage extrêmement pour le nord-est. Pour le nord-est, c'est plutôt Peng Dehuai et ce sont des militaires. Mao, je ne vais pas limiter son extraordinaire importance, mais le nord-est a été un travail militaire qui est tout à fait documenté. Il y a des tas de documents extrêmement intéressants. Quant à Staline, c'était le chef du mouvement communiste international, donc il avait un titre spécial, qui est le titre de grand leader que Kim Il-sung a pris après, qui veut dire le leader de tous les leaders du monde. Mais il ne s'est jamais beaucoup occupé de la Corée, et d'ailleurs, en une phrase, quand tout s'est écroulé, d'abord le Japon et la Russie et l'URSS ne sont entrés en guerre que le 8 ou 9 mai 1945, à l'extrême fin, ils n'ont pas été en guerre. Les troupes du Nord, aidées par l'URSS, et les troupes du Sud, aidées par les États-Unis, ne sont entrées et n'ont pris le pouvoir que 2 à 3 mois après la libération. Ils n'étaient pas prêts. Ils s'en foutaient totalement. Ils avaient décidé que pas à Yalta, au Caire, ils avaient décidé qu'on verrait. Et ils ont mis une frontière au 38e parallèle, personne ne sachant quoi en faire. D'accord. Et est-ce qu'on peut dire que la guerre de Corée même a cristallisé les féodalités? Cristallisé, c'est le mot exact. La guerre de Corée n'est pas une guerre internationale. La guerre de Corée, c'est une guerre civile qui a commencé avant, longtemps avant, pour des tas de raisons qu'on pourrait expliquer et qu'on expliquera sur place. Mais bing, 45, ce pays qui est gagnant, il est avec nous. Il est contre les Japonais, il se trouve traité exactement comme les pays vaincus, et il est coupé comme l'Allemagne. Et ça, les gars ne supportent pas. Ça déclenche, ça accentue, ça déclenche la guerre de Corée, et guerre de Corée, deuxième après-guerre, 53, deuxième fois le pays est rasé complètement, et ça, vous avez, avec Confucius, 99% de l'esprit coréen en disant personne ne nous comprend ni ne nous comprendra jamais, laissez-nous faire. Très bien, donc maintenant on va avancer dans le temps et on aborde maintenant la vie d'aujourd'hui. Donc vous avez tenu à ce qu'on affiche cette image, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les Coréens, comme nous tous, voient la Corée de chez eux. Voilà comment la Corée voit le monde. Ils sont où les États-Unis? Ils sont où? Ils n'y sont pas. Ils ne devraient pas y être. L'Europe n'y est pas. Elle ne devrait pas y être. Simplement pour éventuellement venir y être. Donc on a comme ça, des lieux où les Coréens se sont réfugiés, où le gouvernement en exil s'est réfugié, où on voit des gens autour, mais c'est là que ça se passe. Et le reste, non. D'accord. Vous dégagez, c'est pas à vous, c'est à nous d'en parler. Et tout ce que vous nous racontez avec votre bombe atomique, vos machins, votre Donald et tout, ça ne vous regarde pas. Alors non, maintenant c'est l'armée qui s'affiche, donc c'est une façon d'affirmer son identité. C'est une façon d'affirmer son identité, à condition de ne pas se tromper sur les chiffres. Donc on fait un service militaire de 7 ans, qui signifie qu'on fait un service civil et militaire de 7 ans, pendant lesquels on construit des immeubles pendant 6 ans. C'est une armée, comme je vous l'ai dit, qui est un État. Donc elle danse, elle chante, elle plante dans les champs, etc. Mais cette armée est extrêmement forte, extrêmement bien organisée. Moi, je n'attaquerai pas. On est en uniforme pendant 7 ans. 7 ans. Et ça représente quel pourcentage de la population? 17-18%. Mais parmi eux,
Alors, il y en a qui vont faire 7 ans militaire, parce qu'ils savent faire. Il y en a qui vont faire 2 minutes, parce qu'ils sont meilleurs dans les champs. Et aujourd'hui, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, on va le voir en voyage, on l'a découvert pendant le voyage de l'année dernière. Les grandes entreprises et l'armée se font la queue à la sortie des grandes écoles pour prendre les meilleurs en leur disant « vous venez chez nous et vous ne ferez pas le service militaire ». Alors il y a un autre monde qui caractérise l'identité de la Corée du Nord, c'est naturellement 70%. Ouais. 70%. Ça reste vrai. Et est-ce qu'on peut dire que l'agriculture, les méthodes agricoles ont changé depuis quelques années Les méthodes, non, parce qu'ils n'ont pas encore beaucoup de matériel technique. Ça va commencer à venir. En revanche, il y a une chose qui a complètement changé, et c'est ça que Kim Jong-un, le troisième, a totalement changé par rapport aux deux. C'est pas le troisième. Hein. Il y a Kim 1, Kim 2, et puis il y en a un nouveau qui a totalement changé de régime, qui a fait un parti du leader, qui a quasiment supprimé le parti, qui a créé un État nouveau qui fonctionne différemment. Et les paysans ont, je vais exagérer une seconde, mais avant l'État prenait 80%, mais redistribuait gratuitement, et eux gardaient 20%. Maintenant c'est le contraire. Il y a eu un boom de production absolument extraordinaire, avec des gros écarts. Les meilleurs informateurs sur la Corée du Nord, ce sont les ONG, il y en a 6 qui n'ont pas été chassés. Et eux sont très hésitants. Il y a 2 types de communes populaires, les communes populaires qui peuvent se débrouiller tout seuls, donc là vous débrouillez, et puis il y a les communes populaires qui sont en montagne, 70% du pays, qui ne peuvent pas survivre elles-mêmes, et donc là ce sont des salariés de l'État qui en même temps arrangent les tuyaux, font la garde à la frontière, etc. Et ce sont des multitâches. Ça, ce sont des paysans 100%. Alors, pour achever le portrait en pointillé de la Corée du Nord, on va parler d'un peu de Confucius. Alors, un peu seulement, parce que sinon on ne va pas finir. C'est un pays totalement confucianiste, mais dans sa définition de base, c'est-à-dire une pyramide. On a tous un supérieur. Le ciel, le roi, le père, le frère aîné, bref, on est toujours l'inférieur de quelqu'un. C'est le culte de l'autorité totale. Esprit qu'on retrouve au sud, hein, je crois. Complètement. Et puis au Japon aussi. C'est même pas un culte. Votre bureau est là à côté, je ne peux pas y aller. Je dois aller voir un sous-chef avec qui je vais aller dîner, et demain, le sous-chef qui peut vous parler ira vous dire ce dont j'ai besoin. Moi, je ne pourrais pas le faire directement. Mais ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que vous avez un devoir d'aide, d'entraide. Tous les gens qui dépendent de vous, vous devez les aider et les faire survivre. Alors, qu'est-ce que c'est que Confucius depuis la famine? Eh bien, je vous mets un grand point d'interrogation. Parce que quand vous laissez la moitié du pays crever de faim, c'est quoi votre autorité? D'où le changement de gouvernement total que Kim Jong-un a mis en place. D'accord. Avec toujours quand même un fond de nationalisme. Alors là, on a affiché... Là, c'est pas un fond, c'est quoi? C'est l'océan, c'est 8000 mètres. Ouais. C'est nationalisme, et puis après on parle du reste. C'est le substrat. Vous ne pouvez pas parler d'autre chose. Ouais, et puis le meilleur pays du monde, etc. Donc là, on voit Kim 2. Kim Jong-il, toutes les réformes qui marchent maintenant, lui, il s'est tapé la famine de son père qui, pendant 20 ans, a bloqué le pays. C'est lui qui a lancé toutes les réformes qui fonctionnent maintenant. Donc, voilà, je ne peux pas dire le dictateur Kim, ça ne rend pas compte de ce qu'il a fait. Enfin, on reste dans un univers politique extrêmement particulier. Il a décidé tout seul, là, ce n'est absolument pas une démocratie, mais ce ne sont pas les 20 dernières années de son père, Kim Il-sung-un. D'accord. Bon, donc on a dressé le théâtre général du pays. Et alors donc, vous allez nous emmener en Corée du Nord. Et je l'espère bien. Voilà. Qu'est-ce que vous allez nous proposer là? Eh bien, d'abord, essayer de convaincre les gens qu'on peut y aller. C'est notre 4e année. Ça a très bien marché. On n'a jamais eu le moindre ennui. Et nous faisons Corée chinoise et Corée du Nord. C'est un pays
totalement hors du commun, mais enfin votre catalogue Explorator, c'est pas exactement des pays tout simples. Mais celui-là est quand même extraordinairement particulier. D'abord parce que nous allons avoir une ville de Shenyang avec les tombes chinoises de la dernière dynastie Qing, les Manchus. Nous allons traverser le long du fleuve, là où se trouvent toutes les tombes peintes, c'est la vallée des rois. Tout à fait extraordinaire, avec des guides qui sont tout à fait fantastiques. Ici, nous arrivons à Dandong, qui est une toute petite ville qui est en train de devenir... Une petite ville d'1 million d'habitants, là. De 15 000 habitants, qui est passé à 1,5 million. Oui, c'est Rotterdam maintenant. Et c'est l'extrémité de la Grande Muraille. On va aller grimper la Grande Muraille. Donc attention, chaussures de sport. Puis nous descendrons en train, ne vous inquiétez pas, c'est très lent, mais on voit tout le pays. Et ensuite, avec des guides tout à fait compétents, nous faisons les tombes de la Corée ancienne. Nous descendons vers la Corée politique d'aujourd'hui, c'est-à-dire la zone démilitarisée, l'ancienne capitale. Nous allons sur la côte est, où se trouve tout le développement économique et surtout touristique aujourd'hui, parce que la Corée du Nord est devenue un pays, une grande destination touristique. Ils ont 1 million cette année. On peut dire, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? C'est pas les Parisiens. Il y a 1,5 milliard de Chinois à côté, qui peuvent se promener. Et nous irons dans les monts Kumgang, qui est une des plus belles choses que je connaisse au monde, la peinture chinoise, truffée de sculptures gravées dedans. Et dans les monts Muyang, là aussi, où il y a pas mal de choses anciennes, notre idée à nous, c'est d'abord de vous faire découvrir un pays que vous pouvez pas deviner, parce que vous avez passé d'une très grande pauvreté à des gratte-ciel extraordinaires à Pyongyang. Les deux coexistent. D'un pays qui se bat contre l'ONU et qui contourne avec ses amis les injonctions de l'ONU, à commencer par les Chinois et les Russes qui ont voté l'embargo et qui font passer des tas de choses. Mais surtout, ce que nous ajoutons, nous, je crois, maintenant, depuis un certain temps, c'est d'abord des chemins où nous pouvons passer, parce que c'est le pays le plus écologique du monde. Il a été tellement appauvri que c'est vert. C'est vrai. Mais nous rencontrons des gens. Voilà. N'importe quel Coréen étranger qui va en Corée ne peut pas rencontrer les gens qu'il veut. Pour des tas de raisons, etc., etc. Nous, avec notre groupe, avec notre habitude, ils nous connaissent, ils nous apprécient. On leur a jamais fait de vacherie, ils nous ont jamais fait de vacherie. Et ça, c'est la règle. Ouais. Puis vous en parlez la langue. Et puis, il y a parler la langue qui aide maintenant à faire des tas de choses. Moi, pour convaincre les gens, je peux dire, non seulement vous n'avez aucune idée de ce que c'est, mais tout ce que vous avez entendu dire de la Corée du Nord, c'est faux. Et deuxièmement, qu'est-ce que c'est beau comme pays. Donc allez dans un endroit où vous n'aurez pas le moindre repère, où un plat, un rendez-vous, une guide de musée, un temple dans une montagne ne correspondront jamais, vous ne l'avez jamais vu, alors venez en Corée du Nord. Et en Corée chinoise, je veux surtout pas. Très bien. Eh bien, merci Patrick Morusse. Je signale que vous avez contribué à la dernière livraison de diplomatie. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus sur la Corée du Nord, je les invite à acheter cette dernière revue. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouvel entretien de Géopolis. Et à Pyongyang.